Nous ne sous-estimons pas le courage qui vous a été nécessaire pour dénoncer au grand jour les actions de votre ancien employeur qui allaient contre vos convictions les plus profondes. Je tenais donc en préalable à saluer votre démarche et vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici au sein de nos deux commissions. Il est hélas clair que seules les actions comme la vôtre sont susceptibles de faire bouger les lignes, tant la domination des grandes compagnies de l'Internet repose aujourd'hui sur un enchevêtrement de technologies difficilement compréhensibles par le grand public et de lobbying exercé avec des moyens démesurés. La Commission de la Culture s'intéresse de longue date au sujet de la régulation des réseaux sociaux. Je pense en particulier aux travaux de Catherine Morin-Desailly, qui est à ma droite, travaux qui vous ont conduite, chers collègues, à vous rendre à Londres le 27 novembre 2018 pour participer avec des parlementaires d'une dizaine de pays à une séance du Digital Culture Media and Sport Committee de la Chambre des communes britannique. Je note d'ailleurs que Mark Zuckerberg avait fait preuve de moins de courage que vous, Madame Haugen, en ne répondant pas à l'invitation qui lui avait été faite de venir alors s'exprimer sur l'affaire Cambridge Analytica. Je formule donc le souhait, Madame, que votre audition ce jour, dans le cadre d'un véritable tour du monde des parlements qui vous a déjà conduit devant le Sénat américain, la Chambre des communes britannique, le Parlement européen et nos collègues de l'Assemblée nationale ce matin, soit pour nous l'occasion de prendre encore mieux conscience de la réalité de l'influence et des méthodes du plus grand réseau social du monde. Si Facebook avait fait preuve de davantage de transparence et avait répondu aux nombreuses questions légitimes des parlementaires que nous sommes, nous n'aurions peut-être pas accordé la même importance à vos propos. Mais le mur du silence que nous renvoie Facebook à chaque fois que nous posons une question a créé chez nous une véritable attente par rapport aux témoignages de personnes comme vous qui ont travaillé chez Facebook. Avant de poser quelques questions, je transmets la parole au président de la Commission des Affaires européennes, Jean-François Rapin. Monsieur le Président de la Commission de la Culture, cher Laurent Lafont, Madame Haugen, bienvenue, mes chers collègues. Comme l'a rappelé le Président Lafont, le scandale qui éclabousse Facebook depuis quelques semaines n'est que le dernier d'une longue série. Mais pour la première fois, Madame Haugen, vos révélations s'appuient non pas seulement sur des constats externes ou sur des témoignages individuels, mais sur des documents de travail internes de Facebook que vous avez patiemment photographié, puis transmis au Congrès américain et à la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine. Au fil de plusieurs milliers de pages se dévoilent ainsi l'effet néfaste des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents ou sur la polarisation du débat public. Vous êtes pourtant un pur produit de la Silicon Valley. Vous y avez effectué toute votre carrière dans de grands groupes comme Google, Pinterest et enfin Facebook, où vous étiez en charge de la lutte contre la désinformation. Vous nous expliquerez ce qui vous a poussé à prendre la décision courageuse de devenir lanceuse d'alerte face à l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation à venir témoigner au Sénat. La Commission des Affaires européennes examinera en effet dans quelques semaines le rapport de nos collègues Catherine Morin-Desailly et Florence Blatrix-Contat sur le projet Digital Services Act européen. Ce texte pionnier prévoit un régime de responsabilité renforcé à l'égard des plateformes afin d'empêcher la prolifération des contenus illicites. Il propose également des obligations complémentaires pour les très grandes plateformes concernant l'évaluation et la gestion des risques systémiques, notamment la désinformation. Votre témoignage nous sera donc particulièrement précieux pour affûter et étayer nos positions sur ce texte. À cet égard, nous serons particulièrement désireux de vous entendre sur les ressources mises en œuvre par Facebook pour la modération, y compris dans différentes langues, mais aussi par exemple sur la gestion par Facebook de la sécurité des produits, un sujet auquel la France est particulièrement attentive. Au-delà de ces questions particulières, nous souhaiterions recueillir votre sentiment sur le modèle commercial des plateformes de réseaux sociaux. L'échec dont vous faites le constat est-il la conséquence d'un manque de volonté et de moyens de la part de Facebook, ou les causes sont-elles bien plus profondes? Pensez-vous au fond que ce modèle, basé sur une économie de l'attention et financé par la publicité ciblée, est réformable?
Je vais vous laisser la parole peut-être quelque temps avant que nous posions les questions. Je vais rappeler à nos collègues, Laurent Lafont pourrait le faire, on a échangé. Nous avons jusqu'à 16h40, puisque Mme Haugen doit être partie à 16h45. Donc sur les questions... 17h45, pardon, 17h45. Donc nous avons jusqu'à 17h40. Je vis à l'ancienne heure, excusez-moi. Et donc le temps de questions sera court, soyez bref, soyez pragmatique, pour qu'elle puisse répondre question par question, parce qu'elle nous l'a demandé. Voilà. C'est à vous. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, thank you for the opportunity to appear. Je vous remercie de l'opportunité qui m'est donnée de me présenter devant vous et de votre volonté de faire face à certaines des menaces les plus urgentes pour les citoyens français. Je m'appelle Frances Haugen. Je travaillais chez Facebook et j'avais rejoint l'entreprise parce que je croyais que Facebook avait le potentiel de faire ressortir le meilleur de nous. Mais je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, aggravent les clivages, affaiblissent notre démocratie et bien plus encore. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs. Mais ils refusent de faire les changements nécessaires parce qu'ils font passer leurs immenses bénéfices avant les gens. Les conséquences sont graves. La plateforme Facebook aujourd'hui porte atteinte à la santé et à la sécurité de nos communautés et menace l'intégrité de nos démocraties. Il ne sera pas facile de relever ces défis, mais les démocraties doivent faire ce qu'elles ont toujours fait lorsque les actions du commerce entrent en conflit avec les intérêts du peuple et de la société dans son ensemble. Les démocraties doivent intervenir et élaborer de nouvelles lois. Je suis reconnaissante au gouvernement français de prendre cette question très au sérieux et je suis heureuse que les dirigeants français au sein de l'Union européenne, comme le commissaire Breton, prennent cela très au sérieux également. À mon avis, la loi sur les services numériques, DSA, qui est actuellement examinée par le Parlement européen, a le potentiel pour devenir une référence mondiale qui pourra inspirer d'autres pays, y compris le mien, à adopter de nouvelles règles qui protégeraient nos démocraties. Mais la loi doit être forte et son application ferme. Sinon, nous perdrons cette occasion unique d'aligner l'avenir de la technologie et de la démocratie. Je sais que les dirigeants français ont joué un rôle central dans les progrès que nous avons accomplis et je vous encourage à maintenir la pression. Mon analyse et mon explication des documents dans ma divulgation ne sont pas uniquement basées sur mon travail à Facebook. Je travaille comme chef de produit dans de grandes entreprises technologiques depuis 2006, y compris Google, Pinterest, Yelp et Facebook. Mon travail a surtout porté sur des produits algorithmiques comme les recherches Google+, et des systèmes de recommandation comme celui qui alimente le fil d'actualité Facebook. En travaillant dans ces 4 grandes entreprises technologiques qui exploitent différents types de réseaux sociaux, j'ai pu comparer et contraster la façon dont chaque entreprise aborde et relève différents défis. Les choix opérés par les dirigeants de Facebook constituent un problème énorme pour les enfants, pour la sécurité publique, pour la démocratie. C'est pourquoi j'ai lancé l'alerte. Et soyons clairs, les choses n'ont pas à être comme ça. Nous sommes ici aujourd'hui à cause des choix délibérés que Facebook a faits. J'ai rejoint Facebook en 2019 parce qu'un de mes proches s'est radicalisé. Je me suis sentie obligée de jouer un rôle actif dans une création d'un meilleur Facebook moins toxique. Au cours de mon travail chez Facebook, d'abord en tant que chef de produit pour la désinformation civique, puis sur le contre-espionnage, Facebook a fait à plusieurs reprises des conflits entre ses propres bénéfices et a fait face à plusieurs reprises
à des conflits entre ses propres bénéfices et notre sécurité. Et ils ont toujours résolu ces conflits en faveur de leur propre profit. Cela a donné un système qui amplifie la division, l'extrémisme, la polarisation, qui fragilise les sociétés dans le monde entier. Dans certains cas, ce dangereux discours en ligne a conduit à des actes de violence qui ont fait des victimes, voire des morts. Dans d'autres cas, leur machine à optimiser les profits génère de l'automutilation, de la haine de soi, notamment pour des groupes vulnérables comme les adolescentes. Ces problèmes ont été confirmés à plusieurs reprises par les recherches internes de Facebook. Il ne s'agit pas seulement de la colère ou de l'instabilité de certains utilisateurs des réseaux sociaux. Facebook est devenu une entreprise de 1000 milliards de dollars en engrangeant des bénéfices aux dépens de notre sécurité, y compris celle de nos enfants. C'est inacceptable. Je crois que j'ai fait ce qui était juste et nécessaire pour l'intérêt général, mais je sais que Facebook dispose de ressources infinies qu'il pourrait utiliser pour me détruire. J'ai lancé l'alerte parce que j'ai compris une vérité effrayante. Presque personne en dehors de Facebook ne sait ce qui se passe à l'intérieur de Facebook. La direction de l'entreprise cache des informations vitales au public, à ses actionnaires, au gouvernement américain et au gouvernement du monde entier. Les documents que j'ai fournis prouvent que Facebook nous a trompés à plusieurs reprises sur ce que ses propres recherches révèlent sur la sécurité des enfants, son rôle dans la diffusion de messages haineux et polarisants, et bien plus encore. Une réponse adaptée à cette urgence serait de nouvelles règles et de nouvelles normes. La législation de l'UE a un énorme potentiel. Elle n'essaie pas de supprimer le problème avec des réglementations sur le contenu. Elle adopte une approche neutre en termes de contenu pour s'attaquer aux risques systémiques et aux méfaits du problème du modèle commercial global. Je soutiens fermement cette approche. Et je crois que la force des nouvelles lois dépend de la volonté politique des États membres pour s'assurer qu'elles sont appliquées. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière de résoudre les problèmes de Facebook et d'autres grandes entreprises de plateformes et les problèmes qu'ils posent à la société et à la démocratie. Je souhaite mettre en lumière 2 points qui, d'après mon expérience, sont d'une importance capitale. Premièrement, demander des comptes aux entreprises pour les préjudices sociaux qu'elles provoquent. Et deuxièmement, établir de nouvelles règles axées spécifiquement sur le modèle commercial lui-même. Au cœur des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, il y a le fait que personne ne peut comprendre les choix destructeurs de Facebook mieux que Facebook, car seul Facebook a le droit, et pardonnez-moi l'expression, de regarder sous le capot. Facebook ne peut pas être jury, juge, procureur et témoin à la fois. Par conséquent, la transparence sera essentielle pour une réglementation efficace. Il faudra un accès complet aux données pour les recherches non dirigées par Facebook. Nous avons besoin de plus d'experts pour étudier ces problèmes et ils doivent avoir toutes les données dont ils ont besoin pour le faire. Il est essentiel de bien faire les choses et le diable sera dans les détails. J'ai préconisé un plan en 3 étapes pour le processus d'évaluation des risques. Premièrement, et ça c'est pour l'entreprise, chaque plateforme devrait être tenue responsable des risques posés par ses produits et services. Elles devraient toutes être obligées de procéder à une analyse de la sécurité des produits divulgués publiquement. Deuxièmement, et ça c'est la réglementation, un régulateur devrait sonder le public et les groupes de la société civile pour comprendre quels sont les angles morts que la plateforme n'a pas examinés. Facebook est homogène et géographiquement isolé. Nous devons nous assurer que l'évaluation des risques brosse un tableau complet de tous les risques que pose un produit. Troisièmement, et ça c'est pour la responsabilité, les entreprises devraient être tenues d'articuler un plan pour traiter chaque préjudice. Ce plan devrait être audité et contrôlé pour s'assurer qu'il est vraiment mis en œuvre. Nous avons besoin des données de l'entreprise pour vérifier leur progrès. Facebook a démontré à maintes reprises qu'elle tente d'aplanir les scandales en déclarant simplement « nous y travaillons ». Cette dynamique doit changer. Cela commence par l'accès aux données.
Voici l'une des questions que je reçois le plus souvent. Quelles données devons-nous demander à Facebook? Si un accès total aux données dont dispose Facebook permettrait d'effectuer un large éventail de recherches, il doit être effectué avec précaution afin de donner aux analystes ce dont ils ont besoin tout en protégeant la vie privée des utilisateurs. Cet accès aux données est ce qui permet aux chercheurs et aux régulateurs d'évaluer les risques et les préjudices de l'ensemble du système de profilage, de ciblage et le Engagement-Based Ranking, qui est le classement basé sur l'engagement. Les preuves contenues dans mes divulgations montrent clairement que les systèmes de classement basés sur l'engagement, ce Engagement-Based Ranking, sont l'une des causes fondamentales de certains des plus grands risques systémiques que les réseaux sociaux font courir à nos sociétés. Il s'agit d'un problème au niveau du système lui-même. En utilisant les outils neutres en termes de contenu, les nouvelles lois devraient obliger les plateformes à assumer leurs responsabilités non seulement sur la divulgation de contenus illégaux, mais aussi sur la manipulation des élections, la diffusion virale de la désinformation, les effets néfastes sur la santé mentale des adolescents. Si la nouvelle législation est bien conçue, elle peut changer la donne dans le monde. Vous pouvez obliger les plateformes à intégrer le risque sociétal dans leurs activités commerciales, de sorte que les décisions concernant les produits à développer et la manière de les développer ne soient plus fondées uniquement sur la maximisation des bénéfices. Vous pouvez établir des règles, des normes systémiques qui tiennent compte des risques tout en prenant en compte la liberté d'expression. Et vous pouvez montrer au monde comment la transparence, la surveillance et l'application des règles doivent fonctionner. Nous avons déjà vu cela. Quand les fabricants de tabac affirmaient que les cigarettes avec filtre étaient plus sûres pour les consommateurs, les scientifiques ont pu invalider ce message marketing en confirmant qu'en fait, elles posaient toujours une menace sérieuse à la santé humaine et qu'elles étaient en fait plus toxiques que les autres cigarettes. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ce type d'évaluation de Facebook indépendante. Nous devons tout bonnement croire que ce que dit Facebook est vrai et ils ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils ne méritent pas notre confiance aveugle. Les régulateurs de Facebook peuvent voir certains des problèmes, mais ils restent aveugles quant à leur cause. Ils ne peuvent donc pas élaborer de solutions spécifiques. Ils ne peuvent pas avoir accès aux données de l'entreprise sur la sécurité des produits, encore moins mener un audit indépendant. Comment est-ce que le public est censé déterminer si Facebook résout les conflits d'intérêts de manière conforme à l'intérêt général s'il n'a aucune visibilité et aucun contexte sur le fonctionnement réel de Facebook? Cela doit changer. Chers sénateurs et sénatrices, l'enjeu est de taille. Vous avez cette opportunité unique de créer de nouvelles règles pour le monde en ligne. Un réseau social plus sûr et plus agréable est possible. Si vous ne deviez retenir que 2 points de mes divulgations, les voici. Premièrement, Facebook choisit chaque jour le profit au détriment de la sécurité et sans action énergique des législateurs, cela continuera. Deuxièmement, Facebook exploite sa capacité à cacher le comportement réel de la plateforme pour permettre à notre sécurité de se dégrader à un niveau inacceptable. Si Facebook est autorisé à continuer à fonctionner dans l'obscurité, nous ne verrons que des tragédies croissantes par conséquence. J'ai lancé l'alerte au risque de ma vie parce que je crois qu'il y a encore le temps d'agir. Mais nous devons agir maintenant. Merci. Merci, Madame, pour vos propos introductifs très forts qui vont, j'imagine, soulever un certain nombre de questions. Je vais commencer à vous poser des questions très précises pour comprendre le fonctionnement de Facebook. Vous avez dit à l'instant même que personne ne connaît Facebook si ce n'est Facebook. Et pour aider à notre compréhension, je vais vous poser des questions très précises. D'abord sur la question fondamentale de la modération, sur laquelle nous-mêmes nous avons interrogé à plusieurs reprises les responsables des Facebook sans avoir aucune réponse précise. Nous nous interrogeons bien sûr sur le nombre de modérateurs francophones qui suivent tous les propos en français. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur, si ce n'est un chiffre précis, du nombre de modérateurs francophones qui agissent partout dans le monde? Est-ce que c'est inférieur à 100 personnes, à 500 personnes, à 1000 personnes? Est-ce que vous pourriez nous donner une indication sur ces modérateurs? J'en pose une deuxième parce qu'elle est liée. La presse à plusieurs reprises a fait état que ces modérateurs étaient en fait des prestataires extérieurs, qu'il n'y avait pas de modérateur interne à Facebook. Est-ce vraiment le cas? Une des raisons pour lesquelles Facebook ne divulgue pas cela pour les modérateurs français, francophones, c'est parce qu'il y en a trop peu.
Donc je ne sais pas quel est le chiffre exact du nombre de modérateurs, mais je sais que en septembre 2020, donc c'était il y a un an, ils dépensaient 87% du budget opérationnel. Donc ce n'est pas le budget d'ingénierie, mais le budget opérationnel pour les opérations des pays sur l'anglais. Et je ne sais pas exactement comment c'est ventilé. Je ne sais pas ce qui est sur la modération, sur ce qui est sur la vérification de faits. Mais je pense que quand on sait qu'ils ont 30 000 modérateurs, je pense que 3/4 d'entre eux sont pour l'anglais. Facebook sait que la plus grosse menace pour l'entreprise, c'est si quelque chose devient toxique aux États-Unis, et ils ont sous-investi là où ils ne se sentent pas menacés. Quant aux prestataires extérieurs, il y a des usines Facebook de par le monde. Je pense que c'est principalement aux Philippines. On a la plupart des modérateurs qui sont basés aux Philippines. Et bien sûr, la plupart sont anglophones, mais je ne suis pas sûre. Et Facebook garde ces personnes en tant que prestataires parce qu'il y a beaucoup moins d'obligations attachées à ces prestataires. Mais je pense que ceux qui font les vérifications, la modération, sont principalement des prestataires extérieurs, effectivement. Deuxième série de questions, cette fois-ci sur l'organisation interne dans Facebook et sur le lien entre le siège et les services aux États-Unis et les entités qui sont dans les différents pays, et singulièrement en Europe. Quelle est l'autonomie des entités Facebook dans chacun des pays? Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur les algorithmes? Dans quelle mesure les entités sur place influent sur les modérations pour prendre en compte les différences culturelles, sociales entre les pays et adapter les règles de modération? D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que les normes sont assez similaires d'un pays à l'autre, avec des exceptions notamment sur la nudité qui sont très spécifiques culturellement. Ils expliquent généralement la polarité entre l'Arabie saoudite et la Suède pour expliquer cela. En général, je pense qu'il n'y a pas de spécificité par pays, sauf s'il y a vraiment une règle, une législation différente. Et je pense que la stratégie Facebook part du principe qu'il faut soutenir les choses par langue plutôt que d'avoir la plateforme sécurisée dans son ensemble. Et ça a bien sûr des limites parce que les systèmes ne sont pas conçus pour être adaptés pour l'algérien le français algérien ou le français de France ou le français d'ailleurs dans le monde. Et ce n'est pas efficace de customiser pour les plus petits marchés. Pour l'autonomie, il y a très peu d'autonomie. Pour les classements des fils d'actualité, par exemple, j'ai jamais vu de rapport d'un officier pays. J'en ai jamais vu quand je travaillais à la désinformation civique. Et pour moi, je travaillais uniquement sur la désinformation en dehors des États-Unis. La troisième et dernière question porte enfin sur une remarque que vous avez faite ce matin à propos de l'anonymat. Vous avez dit, je vous cite, « Vous seriez surpris de savoir ce qu'ils peuvent, en l'occurrence Facebook, faire grâce au Wi-Fi par exemple. » Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ce que vous entendez et quel type d'informations une entreprise comme Facebook utilise à partir des données Wi-Fi? Alors, je sais que pour des entreprises comme Google, ils contrôlent les noms des réseaux autour de vous pour voir exactement où vous êtes. C'est pour cela qu'ils peuvent être si précis dans la localisation sur une carte. Je sais que Facebook a 6 différents systèmes pour vous localiser à n'importe quel moment. Ça s'appelle votre empreinte digitale de localisation, votre localisation en termes de... et je pense qu'ils enregistrent le nom de votre Wi-Fi. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'il y a suffisamment de systèmes qu'ils peuvent raffiner suffisamment les données pour savoir exactement où vous êtes. Bien.
Je vais demander au rapporteur de la Commission des Affaires européennes sur ces questions, des MADSA en particulier, donc Catherine Morin-Desailly et Florence Blatrix-Contat. Un grand merci. Vous êtes le deuxième lanceur d'alerte avec votre compatriote Edward Snowden à avoir alerté les opinions au niveau mondial du fait que l'Internet n'était pas le monde angélique que l'on pouvait penser au démarrage. Donc, merci infiniment. Votre témoignage est extrêmement précieux à l'heure où, avec ma collègue Florence Blatrix-Contat, nous sommes en train de travailler à ce rapport sur le Digital Services Act, pour lequel vous avez été aussi auditionné à Bruxelles. Alors, votre constat qui est accablant n'est pas franchement une surprise pour les sénateurs et les sénatrices. Pourquoi? Parce que depuis l'affaire Cambridge Analytica, on avait bien identifié les dysfonctionnements, la manipulation des données de plus de 83 millions d'internautes, et nous avions bien mesuré qu'au sein de l'entreprise, il y avait des alertes, comme vous en avez formulé, et qu'elles n'avaient pas été écoutez, vous avez eu le courage de témoigner devant le Congrès américain et au Parlement européen, ce que n'a pas fait, en effet, Mark Zuckerberg. L'affaire du Capitole nous a aussi alertés sur les menaces faites à nos démocraties par les réseaux sociaux. Donc, oui, plus de transparence, plus de redevabilité, accountability, pour, bien entendu, ces plateformes. Mais au-delà de ça, il nous faut légiférer dans un cadre européen, car nous avons eu des tentatives de législation nationale, mais elles se sont avérées des échecs. Pourquoi? Parce qu'elles mettaient en danger, finalement, la liberté d'expression dans un mauvais équilibre et une mauvaise compréhension de ce qu'était l'écosystème tel que vous l'avez démontré. Alors, notre préoccupation, et ma collègue et moi, ce sera une première question, on va aussi se partager l'ensemble des questions, c'est de comprendre l'écosystème, le modèle économique que vous avez évoqué, et notamment, vous en êtes une spécialiste, le fonctionnement de ces algorithmes. Ces algorithmes ont-ils été conçus? On a besoin d'avoir une réponse extrêmement précise. Dans cette intention originelle de faire exclusivement du profit, auquel cas peuvent-ils être corrigés? Si oui, comment et par qui? Ou bien est-ce complètement irréparable, auquel cas le modèle économique est, comme l'a dit Shoshana Zuboff dans son livre « Le capitalisme de surveillance », toxique et définitivement pervers. Ça, c'est une question fondamentale pour nous pour comprendre le système. Et puisque vous avez parlé d'évaluation et d'identification des risques systémiques et d'un vaste plan qui serait nécessaire pour justement mesurer tout cela, vous savez que l'article 31 du DSA prévoit l'ouverture des données nécessaires à des chercheurs extérieurs, pas de Facebook, extérieurs, pour évaluer cela, mais qu'on opposera peut-être le secret des affaires. Pouvez-vous nous confirmer s'il est absolument indispensable qu'en effet tout ça soit ouvert à une évaluation expertise extérieure pour que ça puisse marcher? Voilà déjà deux questions assez précises. Et avec Florence Blatrix-Contat, on va poursuivre. Merci. Alors, pour l'intention de générer des bénéfices, Facebook a fait un changement en 2018, passant du temps passé en optimisant le temps pour lequel il pouvait vous garder sur le site, en optimisant l'interaction sociale qui a du sens. Et donc, on appelle vraiment cela interaction parce que ce qu'ils appellent meaningful, c'est-à-dire qu'il y a du sens, ça peut être du harcèlement, ça peut être d'autres choses, et eux, ils appellent ça qu'il y a du sens. Bref, 6 mois après ce lancement, ils ont vu que les fils avaient moins de sens. Donc, voilà, on oublie l'idée que c'était pour augmenter le sens. Leur volonté, c'était de générer davantage de contenu. Quand les gens génèrent plus de contenu, on reste plus longtemps sur le site et on consomme plus de publicité. C'est le modèle commercial. Ils ont essayé différentes choses et celui qui avait le moins d'effets secondaires, c'était de donner beaucoup plus de petits hits, de petites récompenses de dopamine avec de partage de commentaires, par exemple. Facebook n'avait pas l'intention
de faire partir cet incendie, mais ils ont réalisé que plus les clics arrivaient vite, plus il y avait de colère. Est-ce que ça peut être fixé? Oui, ça peut être réparé, ça peut être fixé. Facebook connaît énormément de solutions, des solutions qui fonctionneraient partout dans le monde, pas juste sur certaines langues ou en choisissant entre des bonnes idées et des mauvaises idées. Il y a des modifications à faire sur la plateforme parce que ce n'est pas une question de mauvaises personnes ou de mauvaises idées. Il s'agit d'un système qui hyper amplifie les pires contenus. On avait une version de Facebook en 2008 où on avait un fil d'actualité qui était sur la famille et les amis. Et on ne parlait pas de la destruction de la démocratie à l'époque. Le nouveau système pousse vraiment les personnes dans des groupes énormes, des groupes qui, par inadvertance, sont des groupes beaucoup plus extrêmes parce que eux aussi fonctionnent avec ce classement par engagement. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce scandale en Allemagne où on a vu que 65% des personnes qui rejoignaient des groupes nazis les rejoignaient parce qu'ils avaient été suggérés par Facebook. Et donc, il y a cette question, mais pourquoi ils n'ont pas réparé cela? Eh bien, c'est là que le modèle commercial intervient, sans avoir une force qui les y oblige, comme le DSA. Ils vont continuer à ne pas développer ces changements, à ne pas déployer ces changements, parce que chacun représente des bénéfices, 0,1%, 0,5%, 1% à chaque fois. Et il pourrait avoir 90% moins de désinformation demain sur la plateforme. Mais ça leur coûtera quelques points de pourcentage de bénéfices. Et donc, la question qu'on doit poser, c'est est-ce que Facebook mérite d'avoir 35%, 40% de marge de bénéfices, ou même 25%? C'est la question là qu'on doit poser. On ne leur dit pas de ne pas être rentable, on leur demande d'être responsables. Et enfin, il est d'importance vitale pour que les universitaires et que les chercheurs indépendants aient accès aux données. Je défends l'accès ouvert pour les chercheurs indépendants et les universitaires et d'avoir un accès plus étendu aux données agrégées, aux données conscientes de la vie privée, parce que pour Twitter, par exemple, on a 10 000 chercheurs indépendants, comme moi, par exemple, qui peuvent regarder les données publiques de Twitter. Donc, 1 à 10 tweets peuvent aller vers n'importe qui. Et c'est une question de sécurité nationale, parce qu'une fraction des informations attrapées par Facebook ont été attrapées parce que des chercheurs indépendants les ont trouvées sur Twitter. Et ensuite, les ont cartographiés, les ont ramenés vers Facebook. Donc, on doit avoir un écosystème de responsabilité. C'est comme ça qu'on peut contrebalancer le poids de ces plateformes. Merci. Merci, messieurs les présidents, Madame Morgan. Merci pour votre courage. Dans le prolongement de la question de ma collègue sur les algorithmes, finalement, est-ce que les algorithmes peuvent être conçus de manière responsable pour fonctionner au bénéfice de tous? Et pour quelles raisons les algorithmes ne fonctionnent-ils pas de manière responsable? Est-ce un problème de paramétrage seulement? Est-ce le fruit de leur utilisation? Et en conséquence, est-ce que vous pensez que mettre en place des obligations de legacy by design pour les algorithmes soit utile? Et ensuite, une question sur le modèle économique. Est-ce que vous pensez que des mesures qui visent à l'assèchement des ressources publicitaires des plateformes liées aux contenus illégaux ou de désinformation pourraient avoir un impact? Et le modèle économique de Facebook, finalement, pourrait-il, selon vous, continuer à fonctionner si on interdisait la publicité ciblée? Et finalement, dans le prolongement de ce qu'a indiqué le président Jean-François Rapin, nous avons en Europe une réglementation stricte en matière de protection des données personnelles, le RGPD, qui est entré en vigueur en 2018. À votre connaissance, ce texte a-t-il réellement un impact sur la manière dont Facebook traite les données personnelles de nos concitoyens? Merci.
Sans aucun doute, les algorithmes peuvent être faits avec safety by design, de manière sûre. Le problème à l'heure actuelle, c'est que la seule incitation qu'a Facebook, c'est le bénéfice. Ce sont les bénéfices. La plupart des grosses entreprises de technologie ont une certaine transparence. Pour Google, on peut télécharger les résultats de recherche et c'est ce que font les gens. On peut les analyser. Et Google sait qu'ils sont contrôlés et donc ils sont plus responsables. Ils ont des vrais ingénieurs qui travaillent sur le système, qui écrivent des blogs et qui expliquent comment fonctionne la recherche. Depuis 2006 au moins, quand moi je travaillais chez eux. Twitter sait également que les gens récupèrent 1/10 des tweets et les analysent. Et donc je pense qu'ils font des choix plus responsables par conséquent, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être tenus pour responsables. Facebook a intentionnellement jamais fourni ces informations sur leur système, parce qu'ils pourraient être comme Twitter et partager leurs données. Parce qu'ils savent que si on ne voit rien, si on est en aveugle, alors on ne peut pas poser de questions. Alors, on ne peut pas demander de nouvelles règles. On peut intervenir et dire, oui, réfléchissez à la sécurité publique. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas une question de périmètre. C'est une question de quand les personnes voient des problèmes, comment gérer ces problèmes. Parce qu'il y a vraiment deux Facebook. Il y a le Facebook de la croissance, qui est l'optimisme, voir tout ce qu'ils font de bien, et les personnes qui s'occupent de la sécurité sont séparées. Avant, ils travaillaient uniquement sur empêcher que le site ne crache. Maintenant, ils travaillent un petit peu sur la mésinformation. Mais à chaque fois que personne trouve une solution qui rend le système plus sûr, mais que c'est aux dépens des profits, alors ils ont la pression pour ne pas le mettre en place. Et il faut donc changer les incitations de l'entreprise parce qu'ils ont des solutions à l'heure actuelle qui n'imposent rien à l'encontre de la liberté d'expression, mais ils choisissent de ne pas les mettre en place parce que cela leur coûte certaines proportions de leurs bénéfices. Beaucoup d'entreprises ont géré leur manière de stocker les données grâce au RGPD. Et de grosses sociétés, Google par exemple. Je sais qu'il y a également des abus sur le RGPD parce que Facebook a dit « Ah non, on ne peut pas vous donner des données à cause du RGPD ». Donc voilà, il faut bien s'assurer qu'on inclut les définitions de vie privée dans le DSA parce que si on n'est pas clair et qu'on demande et qu'on dit que les données agrégées ne violent pas la vie privée, par exemple, eh bien, je pense que ça permettra à éviter que Facebook l'utilise comme une excuse. Par rapport à la publicité, oui, je pense que Facebook pourrait être rentable sans ces publicités ciblées. Est-ce qu'il serait aussi rentable qu'aujourd'hui? Certainement pas. Et donc, encore une fois, la question est une question d'équilibre entre différents besoins. Je ne suis pas économiste, je ne peux pas vous dire combien ils perdraient, mais j'imagine que les publicités non ciblées sont quand même rentables. Et Facebook a d'autres manières de faire de l'argent, par ailleurs. Donc voilà, je pense qu'ils ont suffisamment d'options. Toute dernière question en tant que co-rapporteur. Votre cible, c'est vraiment la jeunesse. Vous voulez aussi prémunir la jeunesse des effets désastreux que vous avez évoqués de Facebook. Mais finalement, la jeunesse, elle n'est peut-être plus tant sur Facebook que sur Instagram. Alors, on sait qu'Instagram, c'est aussi Facebook en réalité. C'est la même société, Facebook, WhatsApp, Instagram. Pouvez-vous nous dire si Instagram fonctionne de la même manière et si vous formulez les mêmes remarques pour Instagram? Et, question corollaire, faut-il ou non envisager, comme certains démocrates américains en parlent maintenant, des politiques américains, le démantèlement du trust? Une des raisons pour lesquelles je ne soutiens pas le démantèlement de ce trust, comme vous le dites, c'est parce que
c'est à cause de ces problèmes de plateforme qui existent dans les deux services, avec ce engagement-based ranking qui est au cœur des problèmes pour les deux systèmes. Et dans leurs produits, on voit les mêmes problèmes. Donc, les documents dans ma divulgation montrent comment le clone TikTok dans Instagram, Reels, a les mêmes problèmes avec l'algorithme qui n'était pas programmé pour être raciste, mais qui a appris qu'en mettant des contenus noirs, ça ne fonctionnait pas aussi bien, par exemple. Donc, ce n'est pas le problème de l'entreprise en soi, c'est un problème de l'intelligence artificielle qui n'a pas de contrebalance et qui force l'entreprise de gérer les choses de cette manière. Et donc, si Facebook doit faire un choix, on va mettre 10 000 nouveaux ingénieurs sur des jeux vidéo plutôt que 10 000 nouveaux ingénieurs dans la sécurité, parce qu'à l'heure actuelle, ils ne veulent que des bénéfices. Ils veulent trouver une nouvelle entreprise rentable plutôt que de sécuriser leurs produits actuels, alors les problèmes continueront dans les deux entreprises, dans les deux branches de la société. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir le bon contrôle et cela changera la relation de l'entreprise avec le public. Merci. On va passer la parole à nos collègues en leur demandant, vous avez compris, le temps étant limité, d'être le plus concis et rapide possible. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre travail et la qualité de vos informations. Vous êtes citoyenne des États-Unis d'Amérique, pays d'origine de Facebook, et vous comprenez que nous, Français, on a un problème supplémentaire avec cette entreprise, c'est celle de la défense de notre indépendance nationale. La question, c'est de savoir si nous allons continuer à être une colonie numérique des GAFAM et si ces entreprises vont accroître leur maîtrise sur nos données personnelles au risque d'intervenir directement dans le fonctionnement de notre démocratie alors que même elles échappent à toute forme de régulation et de contrôle des institutions. Notre gouvernement, ici en France, a proposé quelques lois qui ont été malheureusement sans effet. Je prends juste un exemple. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en principe accéder aux algorithmes. Les GAFAM ne lui donnent pas, et comme il n'y a pas de dispositif de contrôle, il n'y a aucune possibilité de les obtenir. Vous l'avez dit très justement, la violence de Facebook est consubstantielle de son modèle numérique. Aussi, je pense qu'on ne peut pas s'intéresser à ce problème sans toucher à ce modèle numérique. Et ici, au Sénat, nous avions travaillé à un amendement qui prônait l'interopérabilité, c'est-à-dire qui permettait aux usagers de garder la maîtrise de leurs données tout en leur permettant de changer de plateforme. Donc c'était introduire une forme de concurrence. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'agir d'une mesure utile pour réduire le monopole de Facebook? Je vous remercie. Alors, pour répondre à votre première question, j'adore ce terme que vous utilisez de colonie numérique, mais bref, aux États-Unis, on a ce terme, pas de taxation sans représentation. Et parfois, on pourrait compter tous les dollars qui sont représentés par la publicité générée par l'Europe. J'ai travaillé sur Google+, je sais combien ça représente. Vous avez des options. Peut-être que parfois, il faut regarder un petit peu le retour sur investissement. Bref, il y a également des questions de défense nationale, d'indépendance nationale, parce que Facebook se cache, il y a ce plus gros fardeau parce que personne d'autre ne peut intervenir sur sa sécurité. J'ai travaillé sur le contre-espionnage et j'ai aidé à mettre en place des outils contre le terrorisme, les cartels, le trafic humain, l'exploitation d'enfants et les crimes en ligne. Il est inacceptable que vous ne sachiez pas combien de personnes travaillent dans chacune de ces fonctions. C'est inacceptable qu'on ne sache pas combien d'affaires sont prises en charge dans chacun de ces domaines par pays. Parce que je pense que vous seriez choqués
sur le peu qui est fait pour protéger la France. Et c'est complètement inacceptable. Deuxième question sur l'interopérabilité. Et pour revenir sur ce premier point, le DSA doit demander cette divulgation. Ils doivent articuler quelles zones sont importantes et combien de personnes travaillent dans chaque domaine. Quand je travaillais chez Google, l'un des points que Google faisait pour faire comme si plus de femmes travaillaient dans les postes techniques, c'est qu'ils incluaient les secrétaires des ingénieurs et qu'ils les mettaient dans le personnel technique. Si on avait demandé les titres exacts et pas le nombre de personnes, alors je pense qu'on serait dit « ouais, bon, peut-être pas cette personne du coup ». Question suivante sur l'interopérabilité. L'interopérabilité, je pense, ouvre d'autres difficultés qui pourraient être plus compliquées que les problèmes actuels. Donc, imaginez par exemple qu'on soit tous des serveurs d'email. Les emails ont cette interopérabilité. Si vous voulez être un serveur d'email et que vous voulez avoir différents clients email, vous pouvez le faire. Mais le contrat par email, c'est que si je vous envoie un email, dès qu'il quitte mon application, mon client, alors je ne le gère plus. Je ne peux plus le rappeler. Je me suis engagée. Et il ne va pas aller vers tous les serveurs d'email. Il va vers un seul serveur. On a cette ligne privée. Imaginez un monde où chacun d'entre vous représentera un clone Facebook. Imaginez que je suis sur Facebook, mais que mes amis sont tous sur des clones. Et il y a peut-être quelques amis sur chacun de vos serveurs. Imaginons que je poste une photo de mon bébé qui vient de naître, très mignon. Il ne va pas aller sur un serveur comme un email, il va aller vers tous les serveurs individuellement. Et je dois avoir confiance que vous êtes tous de bons acteurs, que vous n'avez pas été fondés par un groupe russe, par exemple. Le deuxième enjeu, c'est imaginer que ça fait 2 ans, le contrat qu'on a aujourd'hui pour les réseaux sociaux, c'est que après avoir posté quelque chose, on a le droit de changer les paramètres de sécurité. Par exemple, on se dit, bon, il y a trop de monde qui peut le voir, je ne veux plus que ce soit visible. Mettons que dans 2 ans, je ne veux plus que mes enfants soient en ligne, je ne me sens pas sûre. Peut-être que j'ai une dispute avec leur père, par exemple, et que les informations sur mes enfants pourraient me faire perdre mes enfants. Et donc, je dois avoir confiance quand j'enlève mes photos de mon serveur, qu'elles seront enlevées de tous les autres serveurs. Et ça voudra dire que les gouvernements devront auditer chaque serveur individuellement, parce que si les photos de mon enfant ne sont pas enlevées et que on a une demande rogatoire, à ce moment-là, si je suis poursuivie, je pourrais perdre le droit de garde de mes enfants, par exemple. Donc, il y a des effets énormes, des effets réseau qui sont incassables. Il y a 3 ans, il y avait des pays dans le monde qui avaient des alternatives à Facebook. Des réseaux qui étaient arrivés suffisamment tôt, qui avaient suffisamment de pénétration, qui avaient réussi à exclure Facebook. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'autres pays, à part la Chine, qui a interdit Facebook. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette question que quand on appelle un téléphone, par exemple, on n'a pas besoin de demander est-ce que c'est un numéro de téléphone qui vient d'une entreprise de téléphone ancienne ou nouvelle. On n'a pas différents numéros de téléphone. Et je pense que pour les réseaux sociaux personnels, qui sont différents des réseaux sociaux publiés, c'est par exemple TikTok. Sur TikTok, un créateur crée parce qu'ils veulent atteindre le plus de personnes possible. Et au final, les marchés peuvent être en concurrence parce que les personnes clonent, copient le contenu et les mettent dans d'autres sites. Par exemple, je regarde du contenu TikTok sur YouTube parce que les créateurs copient le contenu sur YouTube. Sur les réseaux sociaux personnels, par contre, on ne veut pas atteindre le plus de gens possible, on veut atteindre quelques personnes spécifiques. Et c'est là qu'est la difficulté. Et donc, je vous encourage à réfléchir à Facebook comme un prestataire public parce qu'il n'y a pas le choix. Soit on les interdise complètement, soit on accepte Facebook. Thomas Dossu. Oui, merci Monsieur le Président et merci Madame pour votre courage et puis l'apport extrêmement utile de vos témoignages pour le débat public et qui met en exergue un peu la fragilité de nos démocraties vis-à-vis de ces poids lourds du numérique.
Moi, je souhaiterais vous interroger sur la régulation des algorithmes de recommandation, puisque vous l'avez expliqué, c'est aussi ces algorithmes qui sont le cœur du modèle économique de Facebook, mais aussi le moteur d'un certain nombre de menaces que vous avez bien décrites pour nos démocraties. Donc, moi, j'ai 2 questions. Est-ce que vous pensez que c'est possible que la puissance publique puisse réellement obtenir la transparence de ces algorithmes, puisque Facebook a déjà menti à de nombreuses reprises sur certaines choses, y compris devant la puissance publique, et puis que ça fait partie de leur modèle économique, donc ils vont avoir forcément une envie de garder ça privé. Et puis, vous avez aussi rappelé dans vos différentes interventions que les intelligences artificielles ne peuvent pas tout et qu'il faut un certain nombre de moyens humains, notamment pour la modération. Donc moi, ma question, ça serait sur les moyens humains qu'il faudrait, à quelle échelle il faudrait les évaluer pour constituer un vrai service européen de régulation indépendant qui devient nécessaire, comme vous l'avez démontré, et à l'échelle évidemment européenne, puisque c'est à mon avis la meilleure échelle pour avoir ce service de régulation. Voilà. So with regard to can we actually get data versus concernant will Facebook lie? Les données et les mensonges de Facebook sur leurs données, je pense qu'il y a 2 avenues à explorer. Tout d'abord, dans l'évaluation des risques, je vous ai parlé de cela dans mon plan, pour l'entreprise, pour la communauté et pour la responsabilité également. Je pense qu'il est plus simple d'articuler les préjudices et de dire voilà les données dont on a besoin pour vérifier si vous faites des progrès. Donc, en tant que scientifique des données, croyez-moi, c'est plus simple d'obtenir les données de cette manière. Je pense qu'il est important, dans le DSA, de mettre que quand Facebook fournit des données, ils ne peuvent pas juste vous remettre des données. Ils doivent également divulguer, publier la manière dont ils ont produit ces données. La raison pour laquelle c'est si important, c'est que Facebook danse avec les données mieux que quiconque dans le monde. Ils ont recruté certains des meilleurs scientifiques de données dans le monde et la nature de la science des données, c'est que chaque calcul a besoin de simplification et de supposition. Quand ils n'ont pas à vous montrer comment ils ont créé ces données, donc c'est une requête dans leur registre, quand ils n'ont pas besoin de vous montrer, ils le cachent. Il y a eu un scandale aux États-Unis il y a 2 mois, où des universitaires avaient passé des années à demander des données simples et ils ont attrapé les mensonges de Facebook auprès de ces universitaires parce qu'ils avaient donné un set de données il y avait 1 an et les nouvelles données ne s'alignaient pas avec le set précédent. L'idée qu'on doit sans arrêt vérifier là où ils mentent est complètement inacceptable. S'ils doivent dire comment ils ont créé ces données, alors je pense que vous avez de meilleures chances d'obtenir les bonnes données parce qu'elles pourraient être contrôlées. 2e point, quand vous avez un système comme avec Audit 1, 2, 3, où chaque préjudice a des données associées, alors c'est plus difficile de créer de fausses données. Faire de très bonnes fausses données est extrêmement difficile. C'est un art. Et donc, si on va au-delà de l'estimation, mais on veut de vrais sets de données et qui ne sont pas vraiment des données sensibles d'un point de vue vie privée, mais qui peuvent être des données agrégées, alors on peut faire des vérifications croisées et c'est bien mieux au niveau de la sécurité. Ensuite, vous avez demandé le moyen humain. Je pense que la modération de contenu avec des humains sera suffisant pour s'adresser aux problèmes actuels. Et je pense qu'il y aura le même problème avec la diversité de langues, où nous aurons besoin d'énormément de personnes dans énormément de langues différentes et dans les endroits les plus fragiles du monde, ce sera difficile d'avoir des personnes qui auront les bonnes compétences ou des responsables qui pourront parler suffisamment de langues pour gérer une équipe avec une équipe multilingue. Et donc, comment est-ce qu'on peut sécuriser les plateformes? Eh bien, Facebook sait que quand il vous montre plus de contenu de votre famille et de vos amis
gratuitement, alors vous avez beaucoup moins de discours haineux, de nudité, de violence. Ce n'est pas une question de mauvaises personnes, de mauvais contenus. C'est Facebook qui vous pousse à rejoindre des groupes énormes, des groupes de milliers de personnes où vous avez des milliers de contenus créés par jour avec ces usines qui créent le contenu. Et le contenu qui va vers des milliers de personnes est le pire des contenus parce que l'algorithme choisit toujours le contenu le plus clivant et le plus violent. Donc, choisir cette avenue d'hyper-amplification, même si certains des contenus sont mauvais, ils vont moins partout et ils sont moins envoyés partout dans le monde et ça aura moins d'impact là où les contenus sont mauvais, individuellement. Yann Chantrel. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention. Je pense que ça a été beaucoup dit, mais qu'il est essentiel de le souligner à nouveau, souligner votre courage et votre détermination. Votre présence ici souligne aussi l'urgence qu'il y a pour nous en tant que législateurs de soutenir les lanceurs et les lanceuses d'alerte comme vous, de mieux protéger votre statut, le statut pour qu'il y en ait plus, justement. Et votre intervention, finalement, met en lumière 3 enjeux essentiels qui doivent nous préoccuper sur la question des médias sociaux plus généralement. C'est celui de la santé publique, notamment la santé mentale et la protection des mineurs. Il y a celui de la sécurité à l'heure où les discours de haine du monde virtuel se transforment en actes de violence dans le monde réel. On l'a vu avec le Capitole aux États-Unis qui a été attaqué. Celui de la démocratie face aux manipulations aussi et à la désinformation, sujet auquel nous sommes particulièrement sensibles en France à l'heure où on va vivre une élection présidentielle. En réponse à cela, vous mettez finalement le doigt sur 2 points éminemment politiques, justement, pour notre Assemblée. Le premier, c'est que face à ces mastodontes comme Facebook qui font primer finalement, et ça a été très bien dit auparavant, les profits financiers sur toute autre considération, notamment la protection de ses utilisateurs, la puissance publique doit jouer son rôle pour réguler leur activité, justement, et imposer des normes. Le deuxième, c'est qu'en démocratie, la transparence et la responsabilité doivent s'imposer aux entreprises privées, comme aux instances publiques, et que ces entreprises doivent rendre des comptes. Alors, pour faire court, j'ai justement deux questions. Dans votre intervention, vous avez souligné à quel point les outils de Facebook, les algorithmes, le classement des publications étaient plus particulièrement biaisés à l'endroit des publics vulnérables. C'est une accusation très grave et, à mon sens, pas assez soulignée, qui mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, à la fois sur ces biais et sur les populations auxquelles vous pensez quand vous parlez de publics vulnérables ? Après, ensuite, vous en avez également un peu parlé. Vous êtes ici, entre autres, au sein aussi de la commission culture à laquelle j'appartiens. Et nous sommes très attachés à la richesse des langues et des cultures et à la défense de la diversité face à tout hégémonisme culturel, qu'il soit américain, anglophone ou autre. Pourriez-vous expliquer dans quelle proportion, justement, les utilisateurs de Facebook en français, mais pas uniquement, hein, ça peut être en espagnol, en arabe dialectal ou à toute autre langue, sont davantage exposés face à la nocivité de certains de ces outils que les utilisateurs anglophones ou occidentaux en général. Et une question plus subsidiaire, mais malgré tout sérieuse. Après cette audition, la plupart des parlementaires vont eux-mêmes certainement faire un post Facebook pour relater nos échanges. Pensez-vous que l'algorithme de ce Facebook le mettra en avant, par exemple ? C'est ça. Quant aux populations vulnérables, je vais vous donner des exemples. Facebook a regardé qui étaient les personnes les plus à risque d'être hyper exposées à la désinformation. Facebook a découvert qu'il y avait 3 critères qui vous rendaient plus hyper exposable. C'est d'être récemment veuf ou veuve, récemment divorcé et récemment ayant déménagé, parce que vous êtes plus isolé
socialement. Et Facebook est là pour vous connecter et vous continuer à faire défiler l'écran. Et des fois, les personnes sont happées et ils consomment énormément de contenu parce qu'ils ont perdu leur réseau social réel. Un autre exemple des personnes vulnérables, ce sont les personnes qui sont, encore une fois, happées. Et je pense que c'est assez intéressant de contraster. Facebook va vous dire non, ce happage n'est pas réel. Les gens sont exposés à différentes opinions dans les réseaux sociaux. Mais il faut vraiment faire la différence entre l'expérience à la marge et l'expérience au cœur. Pour la plupart des utilisateurs, peut-être qu'ils font face à différentes expositions, effectivement. Mais on sait que pour pratiquement tout type de préjudice, le préjudice est surconcentré sur une minorité d'utilisateurs. Je vais vous donner l'exemple pour la désinformation COVID, par exemple, et l'hésitation vaccinale. Facebook a trouvé que quand on segmente la population en communautés, donc ça, ce sont des segments, des cohortes sensibles à la sécurité des données, 4% des communautés recevaient 80% des messages de désinformation COVID. Donc, certaines personnes recevaient un déluge d'informations, que ce soit de la haine, que ce soit de la désinformation COVID, que ce soit QAnon, que ce soit quoi que ce soit. Et le problème, c'est que quand vous êtes hyper exposé, déjà, plus vous voyez une idée, plus cette idée semble réelle. Deuxièmement, la nature de ce qui est promu ou ce qui arrive sur votre écran est très dangereuse. Par exemple, pour le COVID, un post qui génère énormément de commentaires a plus de chances d'être sélectionné pour être inséré dans votre fil d'actualité. Mettons que votre groupe COVID, il y a 250 000 de personnes, produit 100 000 fils d'information par jour. Si 3 fils arrivent dans votre fil d'information et qu'il y a des informations pro-vaccin et qu'il y a beaucoup de haineux qui vont dire non, ce sont des conspirations, tout cela, alors ce post sera considéré comme ayant beaucoup d'interactions positives. Et donc, il sera promu et arrivera dans votre fil d'information. Et donc, si vous verrez que, oui, mais quelqu'un a essayé d'agir à l'encontre du groupe, mais toutes ces personnes en qui j'ai confiance disent non, c'est dangereux, il ne faut pas croire ça, qu'est-ce que vous allez croire au final? Et moi, ça m'inquiète vraiment parce qu'il y a besoin de 3% de la population dans les rues pour provoquer une révolution. Donc, c'est dangereux pour les démocraties. Alors, pour la richesse des langues, comme vous l'avez évoqué, sans aucun doute, vous êtes exposé à plus de toxicité en français, en France, que moi aux États-Unis qui parle anglais. Je pense qu'ils passent beaucoup plus de temps à gérer les classificateurs au mieux pour la langue anglaise. Pour vous donner quelques exemples qui sont particulièrement problématiques, il y a 1 milliard d'arabophones dans le monde et Facebook dit aux autorités de contrôle, oui, on soutient l'arabe. Mais en décembre 2020, Facebook a fait un audit sur l'arabe et a vu que l'arabe était en fait 6 familles de langues arabes et Facebook n'en soutenait qu'une, mais a dit à tout le monde, oui, bien sûr, on soutient l'arabe. Et le problème, c'est que quand vous n'avez pas de soutien ou très peu de soutien, alors, et un de mes documents en parle, vous allez avoir des discours terroristes ou contre-terroristes. 75% des discours contre-terroristes sont classés comme étant des discours terroristes. Et voilà, c'est le genre de problème qu'on peut avoir. Et pour contourner ce problème, il faut investir énormément et s'assurer qu'il y ait suffisamment de contre-exemples. Et j'aimerais parler d'un dernier point sur le français qui est plus vulnérable. Je sais que, ayant regardé les statistiques sur les classements anti-Covid, je pense qu'on a fait un audit de 15 langues en avril 2020, le français,
était une des langues qui se comportait les moins bien avec l'arabe et le hindi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est là où l'intelligence artificielle n'a pas pu nous le dire, mais je sais qu'on a eu des performances très mauvaises. Je pense que c'était un petit peu mieux 2 mois plus tard, mais voilà, c'est un exemple. Et ils n'ont pas besoin de vous montrer quels sont les systèmes de contrôle qui fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, vous allez avoir des problèmes d'expression, de liberté d'expression. Moi, je pense que Facebook doit avoir des fonctions de labeling, donc d'étiquetage. J'ai parlé à quelqu'un pendant mon voyage et il m'a dit, j'ai demandé à Facebook combien d'enfants sont surexposés au contenu d'automutilation. Et Facebook a dit, on ne trace pas les contenus d'automutilation, donc on ne sait pas. S'ils devaient publier quel système existe et en quelle langue, parce qu'à l'heure actuelle, je sais pour sûr qu'ils ont une mauvaise représentation dans les autres langues. Ils ont demandé à des personnes d'autres langues comment ils géraient les choses chez Facebook. Eh bien, ils vont vous dire, par exemple, on a 80 partenaires internationaux qui vérifient les contenus internationaux. Donc, ils vont vous dire qu'ils contrôlent les différentes langues et qu'ils soutiennent 50 langues, mais ils ne soutiennent pas toutes les langues. En mai 2021, il n'y avait pas de classificateur de discours haineux sur le hindi, par exemple, malgré les violences ethniques en Inde. Donc, Facebook choisit quelle langue, quel système, et je vous encourage à leur demander des exemples. Montrez-nous 1000 exemples avec les classements 99e, 97e. Montrez-nous. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait voir, oui, les discours contre-terroristes sont étiquetés en tant que terroristes, ou cette langue-là n'est pas soutenue autant que cette autre langue. Et à l'heure actuelle, Facebook sait que personne ne sait, et donc il ne gère pas ces problèmes. Facebook va vous dire, non, on ne peut bien sûr pas vous donner ça, parce que les méchants vont découvrir, sinon. Eh bien, les méchants le savent déjà. Les méchants, ils sont là et ils sont là à publier plus de contenu pour les groupes vulnérables. Les seuls qui ne savent pas, ce sont les gentils. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que votre post sera promu par Facebook? Comme on l'a établi déjà, Facebook attend de latence pour intervenir sur le mauvais contenu, quel qu'il soit. Là, je suis sûre que votre post va pouvoir être publié. Ne vous inquiétez surtout pas. Annick Billon. Merci, Monsieur les Présidents. Merci, Madame, pour vos propos et la force de votre témoignage. Donc, très rapidement, quelques questions. Le risque qu'encourent les lanceurs d'alerte est évident, il est réel. Que pensez-vous qu'il faille mettre en œuvre pour réussir à améliorer finalement cette dénonciation? La culture de la dénonciation est quelque chose qu'on a du mal à encadrer et à développer. Donc c'est la première question. La deuxième question concerne le droit à l'oubli et notamment la protection des jeunes et des publics vulnérables. Donc qu'est-ce que vous pourriez proposer pour réussir à protéger ces jeunes publics ou ces publics vulnérables? Une question également sur dans la foulée des élections aux États-Unis, il y a eu Donald Trump a été banni des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui est mis en place ou qui devrait être mis en place pour pouvoir finalement encadrer cette suppression de réseaux sociaux? Et puis la dernière question, très rapidement, en quoi le changement de nom de Facebook est-il une manière de changer le regard qu'il faut porter sur les activités de ce réseau social? Je vous remercie. Je vais prendre aussi la dernière question de Sabine. Merci, messieurs les présidents. Madame Hogan, merci aussi pour la qualité de votre intervention et pour votre action ô combien utile de lanceuse d'alerte. Très récemment, une mission d'information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement a rendu son rapport et a unanimement constaté l'inaction des réseaux sociaux, dont le groupe Facebook, à lutter contre le cyberharcèlement scolaire.
Nous avons d'ailleurs reçu les responsables de Facebook et d'autres et nous n'avons pas obtenu de réponse précise et encore moins satisfaisante à ce sujet. Or, les réseaux sociaux, par leur puissance, leur anonymat, leur viralité, leur évolution permanente, démultiplient les conséquences du harcèlement pour nos jeunes. Je souhaite avoir votre vision, votre avis, vos analyses. Confirmez-vous l'inaction, et je dirais, à entendre vos propos, l'inaction volontaire du groupe Facebook dans la lutte contre le cyberharcèlement et en particulier scolaire? Merci. Concernant les lanceurs d'alerte, je pense que ce sera de plus en plus important d'avoir des lanceurs d'alerte parce que la technologie a toujours été plus vite que l'intervention des démocraties pour qu'elles servent au mieux les démocraties. Ces nouvelles technologies ont davantage de complexité et elles s'accélèrent. Le travail que je fais, vous ne pouvez pas avoir un doctorat dans ce que je fais ou un master dans ce que je fais. Il faut travailler dans des entreprises pour le comprendre. Donc on doit avoir des systèmes de protection pour les entreprises privées et publiques pour s'assurer que les personnes sont en sécurité. Et j'encourage d'avoir des associations ou des institutions de protection de lanceurs d'alerte, soit privés, soit publics. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu avec ma mère qui est prêtre pendant 6 mois l'année dernière. Et quand vous avez une crise de conscience, c'est très utile de vivre avec un prêtre. Donc, merci maman. La plupart des lanceurs d'alerte, quand ils lancent l'alerte, généralement, ils ne vont pas très bien. Ils vivent avec des vérités très dures, ils se sentent impuissants au sein de l'entreprise et ça les anéantit. Et donc, lanceurs d'alerte, il n'y a pas besoin uniquement de protection juridique, ils doivent également être soutenus avec des coachs, par exemple, leur dire que voilà, il y a des manières sûres de lancer l'alerte. Si j'étais conductrice de bus aux États-Unis, il y aurait eu un numéro d'appel d'urgence dans ma salle de pause qui m'aurait dit, voilà, vous avez peur pour votre sécurité, vous avez vu quelque chose, appelez ce numéro. Mais moi, comme je travaillais sur des sujets qui avaient des conséquences nationales et je m'inquiétais à la sécurité nationale, à l'intégrité de ma société, mais je n'avais pas d'appel d'urgence. Pensez-y. Donc c'est dangereux, c'est inacceptable. Donc il y a besoin de différents niveaux et de différents niveaux d'action, oui. Je soutiens fermement ce droit à l'oubli. Les jeunes méritent de pouvoir remettre à zéro leur compte. Je pense qu'il y a des opportunités où on peut apprendre des informations abstraites, le embedding par exemple, où l'IA gère un contenu, gère une image et sauvegarde une abstraction de ce contenu. Et plus tard, on peut former, on peut apprendre à une intelligence artificielle à accomplir des tâches grâce à cela. Je pense que ce qui serait utile, c'est que Facebook pourrait former une intelligence artificielle sur des contenus qui ont été effacés par des adolescents. Et ça permettrait d'identifier des contenus que les jeunes pourraient regretter à l'avenir. Il y a des interventions qui pourraient être mises en place. Et si c'était un problème qui voulait être identifié par la